Alors nourri de ces regards un peu de Napo qui ont peut-être rappelé certaines situations à certains et qui en tous les cas rappellent les bons gestes puisque c'est là le principe de Napo. On va enchaîner avec notre séquence suivante. Vous pouvez bien évidemment continuer à poser vos questions, envoyer vos commentaires et je les relayerai à la fin de la séquence, comme les précédentes. On va passer à cette séquence pour voir comment justement le cadre communautaire peut accompagner ces défis de sortie de pandémie, ceux de ces entreprises de plus en plus hybridées, ceux de ces modes de travail démultipliés, ceux de ces politiques d'indemnisation, de prévention qui cherchent un peu leur place dans ces nouveaux environnements. On va en parler avec Jesús Álvarez Hidalgo. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin chargé des politiques au sein de l'unité santé et sécurité au travail de la DG Emploi, Affaires sociales et inclusion de la Commission européenne. Vous nous apporterez le regard de la Commission sur la manière notamment dont la stratégie 21-27, puisque c'est son déroulé, s'oriente vers ces nouveaux horizons. Et puis nous avons avec nous William Cockburn. Bonjour. Vous êtes directeur par intérim de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, EU OSHA, d'où est originaire Napo. Hein, il est né à Bilbao. Vous nous direz comment cette agence aide les travailleurs et les entreprises à s'adapter et à anticiper ces transformations nombreuses dont on parle depuis ce matin. Je voudrais commencer avec vous, Jesús Álvarez Hidalgo. On parle depuis ce matin de beaucoup de transformations. On parle de postes de travail nomades, on parle de digitalisation du travail, on parle d'automatisation, de robotique, on le voyait tout à l'heure. En quoi est-ce que cette pandémie a, selon vous, véritablement transformé, bousculé la vision que l'on a de la santé et de la sécurité au travail et de ces environnements de travail? Oui, certainement, on est bien conscient que la pandémie a changé le monde et aussi le monde de la santé et sécurité au travail. Peut-être je mettrai l'accent, et on a tous s'est rendu compte de l'importance de la santé et sécurité au travail. Pour la première fois, nous le savions tous, mais maintenant tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas experts, sont conscients de comment la santé et sécurité joue un rôle pas seulement pour protéger les travailleurs, mais pour protéger la société dans son ensemble. Ça, c'est très évident en général. Et lorsqu'on regarde, par exemple, dans le cadre de la pandémie, les travailleurs de première ligne, et pas seulement les services de santé, bien sûr, mais les services publics, les forces de l'ordre, les services de distribution. Donc, ça a joué un rôle essentiel, et j'insiste, pour protéger tout le monde. Donc, ça, c'est une dimension qui montre que la santé-sécurité, dans des crises majeures, fait partie de la solution. Il y a un grave problème et la santé-sécurité offre de manière et de ce style d'aborder ça. Donc, là-dessus, l'importance de mieux coordonner peut-être la santé publique et la santé au travail. On parlera peut-être plus tard. Et aussi, je dirais qu'on avait vu, on a déjà discuté un peu, le rôle de catalyseur de la pandémie, de voir des choses, notamment sur la santé mentale. On parle beaucoup de l'évolution technologique, numérisation, intelligence artificielle, mais le facteur humain est toujours là, derrière. Et c'est un facteur essentiel. Et combien nous avons besoin les uns des autres. Ça a été aussi très clair montré par la pandémie. Et finalement aussi, je dirais, parmi d'autres éléments, la nécessité d'être bien préparé. Parce que plus tôt ou plus tard, on aura une nouvelle crise majeure. Donc, l'importance d'investir des ressources, de formation et des systèmes de coordination pour se préparer à l'avenir. Et là, on a eu un cadre très, très large pour apprendre aussi. Oui, c'est un des trois axes prioritaires de la stratégie. On y reviendra. William, the OSHA Institute during the pandemic did a lot of tools, materials to... Pendant la pandémie, l'OSHA a beaucoup travaillé sur des outils, des produits pour aider les salariés, les employeurs, les entreprises. Vous avez produit la vidéo Napo, vous avez donné des orientations en ligne pour aider au télétravail, au travail numérisé. Vous avez
et également changer l'outil d'évaluation des risques pour qu'il s'applique à la gestion de la Covid dans les PME-PMI. Très populaire en France d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Par là, j'entends du côté attente des employeurs à la lumière de cette pandémie incroyable et de ces changements considérables. Eh bien, ça fait partie de notre ADN à l'OSHA, EU-OSHA. Nous sommes dans la recherche pour aider les politiques publiques. Mais ce qui compte également, c'est la sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail. Donner des exemples d'outils, d'orientation. Comme vous l'avez vu, NAPO, c'est l'un de ces outils que nous avons préparés. Peu après le début de la pandémie, EU-OSHA a travaillé en collaboration avec les syndicats, les pouvoirs publics européens pour fournir des orientations pour combattre les risques liés à la COVID-19. Après ces orientations liminaires, lorsque la première vague était quasiment terminée, nous avons travaillé à la réouverture des lieux de travail, car généralement la première réaction c'était ça, c'était de retourner au travail, au bureau et de passer de la maison au bureau si c'est possible. Et à l'époque, les préoccupations, c'était réduire le risque d'infection au travail, par exemple, lorsqu'il n'était pas possible de travailler à distance. Ces mesures comprennent une distance sociale entre les travailleurs, mettre des obstacles, des barrières entre les travailleurs, de mieux travailler les équipes, de trouver des mesures de type organisationnel. Les autres orateurs en ont parlé. Ce qui compte, c'est la démarche collective plus que les mesures individuelles. Ce qui nous a surpris en premier, c'était de voir comment la communauté santé-sécurité au travail s'est rassemblée pour réagir et nos orientations étaient prêtes en quelques jours. Et dans les orientations de suivi, c'est-à-dire retour au travail, nous avons rassemblé des exemples couvrant les pays européens et au-delà de l'Europe pour couvrir des secteurs liés aux contre-mesures Covid. Et en quelques semaines, nous avons eu plus de 700 exemples. Beaucoup venaient de France et du ministère français pour plusieurs types de filières. C'est la première surprise, agréable d'ailleurs. Deuxièmement, comme vous l'avez dit, c'est du côté de la demande, le niveau de demande. On n'avait jamais vu un tel nombre de téléchargements des orientations, quasiment 1 million de visites pour cet article en ligne que nous avons posté, c'est-à-dire les orientations en ligne. Donc, forte demande, c'est vrai. Maintenant, le défi, c'est que le défi pour les entreprises, c'est que d'un côté, il fallait adapter le bureau rapidement, le lieu de travail rapidement. On avait dû s'adapter au télétravail avant, c'est vrai, mais ce qui comptait également, c'était de gérer les absences, l'absentéisme, parce que d'un jour à l'autre, les entreprises ont vu une bonne partie de leur personnel, de leurs salariés qui étaient chez eux, restés à la maison parce qu'ils étaient en arrêt maladie ou parce qu'ils devaient s'occuper d'un membre de leur famille. Et nous voyons l'incidence de toutes ces absences. Hier, à la télé, j'ai entendu une ligne aérienne dire on annule tant et tant de vols parce que le PNC n'est pas disponible dans les avions. Voilà, en gros, le genre de problème et le genre d'enseignement que je tire de tout cela. La manière dont on va anticiper un peu ce qui va arriver, ce monde, on le dit depuis ce matin, du travail hybridé, de l'entreprise hybridée, avec, on le voit, des problématiques qui surgissent de droit à la déconnexion, d'accompagnement d'un certain nombre de risques psychosociaux, d'assurance aussi, de problématiques d'accidents au travail au domicile. Il y a une demande qui monte un petit peu depuis ce matin d'avoir de la régulation, de l'encadrement. Alors, il y a les négociations conventionnelles qui se font, mais il y a aussi l'idée de dire, on en parlait avec les partenaires sociaux en fin de matinée, des régulations, des directives européennes sur le droit à la déconnexion peut-être notamment, sachant que ça pose un problème. C'est-à-dire, comme une fois qu'on les a posées, comment est-ce qu'on les applique, sachant qu'elles ont lieu sur des pratiques hybrides, chez des particuliers, donc comment est-ce qu'on s'assure un peu de leur mise en œuvre? Est-ce que, Rezus, vous pensez
Vous partagez ce débat aujourd'hui avec les partenaires sociaux à Bruxelles sur la nécessité d'un cadre réglementaire, d'un matériel réglementaire, je dirais, supplémentaire pour accompagner ce développement du télétravail. Et est-ce qu'il faut plus de réglementation? Est-ce qu'il faut une directive sur le droit à la déconnexion, notamment, pour bien encadrer au niveau européen ces nouvelles pratiques? Heureusement, ces sujets sont déjà dans les débats européens, comme vous avez bien mentionné. Et je ne voudrais pas répéter trop parce qu'on a parlé dans des séances précédentes et on a vu que on est en train d'apprendre très vite de l'expérience. C'est des situations nouvelles et dans les États membres, dans certains États membres, il y a déjà certains avancements législatifs. On a parlé du cas de l'Italie, du Portugal, même de la France. On pourrait parler de certains pays scandinaves. Donc, on voit bien que différents États membres l'abordent de manière particulière. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'histoire, de la culture, de la tradition, de comment le dialogue social est mis en œuvre dans certains États membres. Législation, oui ou non? Bon, ça c'est une question très pertinente. Et heureusement, à l'Union européenne, on a une culture et une pratique très consolidée du dialogue social. On l'a vu, il y avait une table dédiée à cela. Et comme vous avez pu voir là-dessus, les vues et les approches sont partagées. Il y a en général les organisations de travailleurs qui sont plutôt pour une réglementation de certains aspects de connexion, droit à la déconnexion, télétravail, et parmi qui en général les employeurs ne le voient pas du même œil, non? Et ce qui est tout à fait légitime. Donc, de notre part, on est en train d'analyser très sérieusement. Ce sont des aspects qui impliquent des aspects techniques qui évoluent très rapidement. Une législation doit avoir une certaine perspective de moyen et long terme. Ce n'est pas une chose qu'on devrait changer tous les 2 ans. Non? Alors, sur les droits à la déconnexion, par exemple, qui est dans les débats européens, c'est dans les débats, et il y avait déjà dans le Parlement européen qui a adopté une résolution à ce sujet. Une résolution dans laquelle, tout d'abord, le Parlement a constaté qu'il faut faire attention aux risques liés à la connectivité permanente, ce qui par ailleurs est reflété dans les stratégies communautaires santé, sécurité au travail, et inviter à la Commission à analyser tous les aspects, aussi les risques que les opportunités, parce qu'il y a plein d'opportunités. Il faut être équilibré là-dessus. Inviter à la Commission aussi à prévoir la possibilité de mettre en avant des propositions législatives. Donc, où est-ce que nous sommes maintenant? On est dans la phase d'analyse. On a lancé des études très approfondies pour voir en même temps les avantages, les risques et les opportunités. On est en train de travailler sur les éléments d'analyse qui sont fournis par l'Agence de Bilbao, par exemple, par Eurofound, le directeur il doit parler de ça. On est en train de ramasser tous les éléments. Il y a une étude très ambitieuse qui sera finie vers la fin de cette année. Et on est en train de voir aussi avec les partenaires sociaux, parce que s'ils sont les acteurs. Donc, c'est un peu prématuré de dire quelle sera la suite. La législation, c'est une option, mais ce n'est pas la seule option. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites sans adopter une nouvelle législation. On l'a vu aussi au niveau des États membres. Donc, la porte est ouverte, quelque part, pour poursuivre ces travaux. How do you view this on the Bilbao and on the prevention aspect? How do you view the fact that there might be a directive? Comment voyez-vous la possibilité d'avoir une directive sur le droit à la déconnexion de façon à changer les habitudes et pour protéger davantage les travailleurs? Pensez-vous que ce sera une bonne nouvelle? Est-ce que ce sera la solution à tous les problèmes? Non, c'est certain. Ce que nous avons observé et conclu de notre analyse, notamment sur les risques psychosociaux en entreprise, c'est que le motivateur, c'est d'être
dans la conformité, conforme à la législation, de crainte d'avoir à souffrir des sanctions de la part de l'inspection du travail, mais ce n'est pas suffisant. Ces obligations doivent être claires pour les entreprises. Il faut aussi qu'il y ait des outils qui permettent de se mettre en conformité, comme je l'ai dit auparavant. Et puis, il faut une sensibilisation. Tous les lieux de travail ne sont pas au même stade, n'en sont pas à la même situation. Il a fallu opérer un changement paradigmatique pour passer au télétravail massif et du coup évaluer un risque dans un environnement qui n'est pas dans votre contrôle. Le cadre de la directive européenne est toujours là, il faut toujours évaluer les risques, mais là, il faut le faire au domicile des travailleurs. Nous avons notre semaine de priorité sur le télétravail et sur les troubles musculo-squelettiques. Il y a environ 150 outils mis à la disposition des entreprises pour les aider à opérer cette évaluation des risques. Mais concrètement, comment faire? On leur dit, bougez la caméra ainsi, installez-vous comme ça. Alors, comment peut-on effectivement réaliser une analyse des risques lorsqu'on n'est pas physiquement présent et qu'on ne peut pas venir contrôler a posteriori si ça a été mis en place? On est obligé, bien entendu, de compter sur la coopération des employés. Il y a des questionnaires qui peuvent être envoyés, qui sont auto-administrés, mais oui, mais les gens vont répondre ce qu'ils ont envie de répondre. Cela ne va pas forcément refléter la réalité, mais il y a un questionnaire sur un problème d'intérêt commun. Quel est le niveau d'éclairage dans le bureau que vous avez chez vous? Est-ce que vous avez un bureau qui est adapté, une chaise qui est adaptée? Ensuite, en fonction des réponses à ces questionnaires, l'obligation est de mettre en place un plan d'action et d'inciter les employés à acheter du matériel ergonomiquement adapté pour éviter les troubles musculo-squelettiques. On a entendu parler aussi des problèmes d'organisation et des checklists qui peuvent être utilisés, de la nécessité de surveiller la charge de travail, le temps de travail, d'éviter l'isolement. Et bien entendu, tout ceci doit faire l'objet d'un suivi dans un plan d'action. Et puis, on a entendu parler de la charge que cela suppose aussi pour les cadres, les managers, parce qu'ils doivent adopter une nouvelle approche de management. On ne peut pas s'en tenir au contact au quotidien. Il faut être proactif pour essayer de récupérer les informations. Il y a des outils qui permettent d'obtenir ces informations de manière proactive, de façon à ensuite prendre les mesures nécessaires. Comme on l'a dit avec Orange, c'est-à-dire créer des nouveaux rituels de travail. Bien entendu, cela ne va pas s'installer spontanément. Il faut un cadre, des outils, des actions. Il ne faut pas s'attendre à ce que les employés vous fassent signe et vous disent quels sont leurs problèmes. Il faut donc être proactif, comme je l'ai dit. La législation, ce n'est pas la solution à tout, mais en tout cas, c'est une base qui va permettre de sensibiliser les employeurs de façon à ce que de bons outils soient mis en place pour prendre de véritables mesures. Une priorité de la stratégie européenne 21-27, il y a faire des environnements de travail plus sûrs, on en a parlé. Il y a celle qui reprend un peu les principes de la vision zéro de la DGUV allemande sur la réduction d'un certain nombre de risques à des niveaux très bas, notamment sur les cancérigènes. C'est un sujet un peu à part, mais très important. Et puis il y a un troisième aspect qui est celle de faire en sorte que les entreprises puissent se préparer pleinement aux prochaines crises. Vous l'avez dit tout à l'heure. Alors une fois qu'on a dit ça, on se dit la capacité d'anticipation d'une entreprise, c'est très bien, c'est une très belle ambition, mais concrètement, on met comment ça en pratique, et qu'est-ce que vous attendez des entreprises en termes de capacité, de modalités d'anticipation pour les années à venir?
C'est une très bonne question en termes... Ah, c'est vous qui l'avez, c'est dans la stratégie, hein, c'est pas une question. Oui, non, mais la façon dont vous faites l'approche des contextes, c'est très approprié, je trouve. Et en termes de préparation, anticipation, on doit tous probablement faire mieux. Et on a une capacité d'améliorer nos capacités. Vous posez la question pour les employeurs, et il est clair que le rôle des employeurs n'est pas facile. On demande beaucoup, la législation demande beaucoup de choses, les cadres stratégiques et communautaires européens demandent beaucoup de choses. Et il faut se rendre compte, par exemple pour nous, pour la Commission européenne, il faut faire beaucoup d'attention aux micro and small enterprises, les petites et très petites compagnies avec 2, 3, 4 travailleurs qui ont des risques, pas seulement des risques, mais un contexte très compliqué. Et tout d'abord, ils doivent survivre dans un environnement concurrentiel très dur et dans un environnement en transition, parce qu'on est en pleine transition écologique, transition numérique, même transition démographique, on est en train de le voir. Et ces entreprises n'ont pas la vie facile. Et soyons réalistes, la santé-sécurité n'est pas dans les premiers rangs de priorité. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les aider. On doit les supporter. On doit fournir, comme William disait, des outils. À ce sujet, l'Agence de Bilbao fait un travail absolument remarquable. Et on doit être extrêmement pratique pour voir quels qu'ils ont besoin. Ils ont besoin notamment de support sur des éléments pratiques, des outils. Des outils pour, on connaît bien la pyramide de la prévention. La base, c'est l'évaluation des risques. Si on ne connaît pas les risques, on ne peut pas les attaquer ou les prévenir. Non? Donc, c'est là, encore une fois, que l'Agence fait un travail remarquable avec les outils d'évaluation de risques, avec les travaux qu'ils ont faits pendant la pandémie. Mais aussi, peut-être que ça suppose de se rapprocher plus aussi du risque sanitaire, du risque environnemental. S'il faut anticiper ces prochaines pandémies, il faut anticiper des risques qui ne sont pas dans le monde de l'entreprise. Tout à fait. Et ça fait partie des défis un peu plus élargis, disons. Des défis, comme vous avez dit, environnementaux, du contexte. Et là, il faut prêter beaucoup d'attention aux secteurs les plus vulnérables, parce qu'il y a des travailleurs ou des groupes de population actives qui sont plus vulnérables. Les travailleurs saisonniers, on l'a vu pendant la pandémie, les travailleurs immigrés, et pour des raisons sociales, linguistiques, etc. Donc là-dessus, on est en train de faire des choses pratiques. La Commission a fait avec l'Agence des rites pratiques pour les travailleurs saisonniers. Et en même temps, on doit, comme vous avez dit, se préparer pour l'avenir, pour cette crise qui, plus tôt ou plus tard, arriveront. En plus, pendant les dernières semaines, on est en train de vivre la situation terrible, une guerre en Europe, qui impose encore d'autres éléments de défis qui nous touchent tous, mais qui touchent aussi les entreprises, les prix de l'énergie, les prix des matières premières. Donc, il y a un mélange des éléments qui nous exige d'être vraiment très proactifs. Et je reviendrai peut-être sur la nécessité de mieux coordonner ces mécanismes de crise entre les mondes qui sont parfois bien et parfois moins bien coordonnés de la santé publique et la santé au travail. Et dans certains pays, ça marche raisonnablement très bien, dans d'autres, pas tellement. Et dans cette stratégie européenne, on encourage les États membres. Nous sommes en train de travailler, bien sûr, au niveau européen, mais pour les États membres, on encourage à mieux engraisser ces mécanismes de coordination parce qu'il faut avoir cette vision holistique de prévention. Alors, dans les quelques très rapides minutes de quelques petites questions Internet, qu'en est-il de la reconnaissance des Covid longs au niveau de la Commission européenne? On est en train, dans les stratégies européennes, il y a un compromis très clair de la Commission européenne qui est en faveur de la reconnaissance de Covid-19 dans la liste européenne des maladies professionnelles. On est en train de débattre, d'analyser les sujets dans le cadre du comité consultatif tripartite avec les gouvernements, les travailleurs et les employeurs. On espère arriver à un accord et finalement, on espère de traduire cela dans la liste européenne des maladies professionnelles
qui n'est pas contraignante, mais qui quand même promeut une certaine harmonisation. Donc, le principe est clair. Si vous avez contracté la maladie pour votre travail, elle doit être reconnue. Do you also have some specific materials for long-term COVID prevention? Because this is going to be a new disease for people working. Une reconnaissance potentielle du Covid long parce que ce sera une nouvelle maladie et il faudra une prévention. C'est des patients qui vont être fatigués, qui vont ensuite reprendre le travail. On ne sait pas comment la maladie va évoluer. C'est vrai que la situation évolue très rapidement pour l'instant. Les dernières données, c'est que c'est une personne sur 20 qui a été atteinte d'un Covid grave ont des symptômes persistants pendant 5-6 mois après la maladie. Donc, c'est un vrai défi et ces symptômes varient beaucoup d'une personne à l'autre avec une grande fatigue, des céphalées, etc. Ça ne veut pas dire que ces personnes ne doivent plus ou ne peuvent plus travailler, c'est juste qu'il faut adapter leur poste de travail. Nous avons donc publié des recommandations pour les employeurs et les employés avec des idées pour faciliter un retour confortable au travail parce que c'est quelque chose de positif aussi sur le plan de la maladie. Même si l'on a une maladie qui devient chronique, il faut pouvoir continuer à travailler. C'est important pour la santé. Proche la médecine du travail et la médecine de ville. Qu'en est-il au niveau européen? Là-dessus, il y a aussi une réflexion au niveau européen de comment faire en sorte que cette structure de la médecine du travail contribue à l'amélioration de la santé globale. Donc, il n'y a pas encore de résultats concrets, mais le cas de la France, vous avez une longue tradition dans ce domaine et on essaye d'apprendre et on essaye d'intégrer les meilleures expériences dans ce domaine. Merci beaucoup, thanks to you. Merci à vous deux de nous avoir apporté ces éclairages européens communautaires toujours précieux dans Eurogip. On va passer à la conclusion de nos débats.